bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'urbanisation galopante cache bien mal des risques élevés de catastrophes dans la ville de Douala. Dans certaines banlieues, vous allez le voir dans un grand reportage, de gigantesques ravins menacent de provoquer la destruction de plusieurs maisons d'habitation. Malgré cette insécurité grandissante en saison des pluies, les populations y restent toujours, la peur au ventre. Elle lance un cri de détresse dans le journal de 20h. L'insécurité alimentaire est alarmante sur le continent africain, un continent où la sous-alimentation augmente dans presque toutes les régions de l'Afrique. Malgré l'engagement de l'Union africaine d'éradiquer la faim d'ici 2025, seuls 9 pays sur près de 55 ont réussi à réduire leur taux de malnutrition au plus bas. Quelles sont les causes de cette insécurité alimentaire et nutritionnelle? Quelles recommandations faites par la Banque mondiale après ce constat inquiétant? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des populations ont perdu le sommeil au lieu dit PK14. C'est une banlieue de la ville de Douala. Là-bas, les ravins ne cessent de s'agrandir, menaçant de provoquer l'effondrement de plusieurs maisons d'habitation. Malgré ce danger permanent, les populations y sont toujours. Elles disent n'avoir pas où aller. Elles interpellent les pouvoirs publics sur la nécessité de stabiliser ces ravins. Mais jusqu'ici, rien n'est fait. Une urbanisation galopante qui cache bien mal ces risques élevés de catastrophes qui guettent au quotidien ces populations résidant au lieu du PK14 à Douala. C'est un grand reportage que signent Sédik Chouna et Kediara. Une autre zone de Douala dans laquelle les populations dorment d'un seul œil. Après Conteneur Bleu à Japoma, Sodi Kombo à PK13, nous vous présentons Lokndengue par PK14. Et ici, le ravin, que dis-je, le cratère qui est juste sous mes pieds, se passe de tout commentaire. Je suis ici depuis 1989 et ce ravin est né devant moi. C'était comme l'érosion d'une eau. Au fur et à mesure que les années s'écoulaient, ça ne faisait que se creuser, tel que vous voyez. Parce que là, nous sommes à une profondeur de 14 mètres. Donc c'est trop inquiétant pour nous, surtout moi qui est en face. Au-dessus de ce cratère, ce sur quoi nous allons poser le pied par besoin de reportage, ça s'appelle un pont dans ce quartier. C'est long de plusieurs mètres, c'est instable, ça dandine, mais pourtant les habitants nous expliquent que c'est sur ce pont que les enfants du quartier passent tous les matins, tous les soirs pour se rendre au lycée de Ndokhem qui est de l'autre côté du quartier, le côté justement sur lequel se situe ce monsieur qui nous regarde. Le pont, comme je vous l'expliquais, est vraiment instable. C'est la raison pour laquelle nous allons nous arrêter là et redescendre pour ne pas mourir pendant que nous produisons ce reportage. Oui, mes enfants passent par ici pour aller au lycée de Ndokhem là. Je ne savais pas que c'était par ici qu'il passait. Il y a de cela peut-être près de 3 ans. L'endroit, c'était pas comme ça. Il y avait juste un petit pont là où on traversait pour aller de l'autre côté. Cette fois-ci, vraiment, c'est grave. C'est très grave. La vie des enfants sont en danger. Nous lançons juste un appel au gouvernement de nous soutenir, d'avoir pitié de nos enfants qui traversent ici pour aller de l'autre côté à l'école de Ndokhem là. C'est vraiment très dangereux. Comme vous pouvez le constater en image, nous sommes dans un quartier qui a gardé toute son originalité. Les arbres fruitiers qui ont été conservés ici par les habitants permettent notamment de freiner la propagation de l'érosion parce qu'ils ont une sorte de pouvoir de retention sur la terre et l'empêchent de tomber pendant que les pluies s'abattent sur la capitale économique. Et autre point important dans ce quartier qui mérite d'être soulevé, c'est le fait que les habitants côtoient en plus du danger de l'érosion, un danger d'un tout autre type. Nous sommes là en face du courant électrique basse tension, on nous l'a expliqué, qui est exposé à la merci de tout le monde. Imaginez un enfant à bas âge qui ne maîtrise pas le danger que cela représente, qui met la main là-dessus. On ne parlera plus de lui
Kopassi. Après avoir parcouru quelques kilomètres dans le quartier, nous nous trouvons cette fois-ci face à un autre ravin qui cette fois se trouve de l'autre côté du pont de Longdene. Et vous pouvez le voir derrière moi, c'est un autre cratère qui est en train de se dessiner. Et le plus gros souci à cet endroit est la proximité de ce cratère avec un établissement primaire dont vous pouvez voir le dos juste en face de nous. Les enfants qui quittent dans le quartier pour se rendre dans cet établissement côtoient le danger au quotidien et pourraient à tout moment se faire happer lors d'un éboulement de terre. Disons au niveau de PK14, surtout vers le quartier où nous nous trouvons, il y a principalement 3 grands ravins. Le premier, c'est celui que vous avez vu plus bas, qui sépare Longdene de Epekam. Le deuxième, c'est celui où nous nous trouvons à ce moment. Et il y a un troisième qui est plus bas là, qui sépare Longdene de Bonamutongo. Les populations se sont très souvent organisées en plantant, en fait, ils se sont organisés, ils ont créé des groupes d'investissement humain, dont les travaux se passent souvent le week-end. On a essayé de planter les bambous de Chine et quelques arbres pour empêcher l'avancement de l'érosion qui provoque tous ces ravins. On parle donc là d'un ravin qui parcourt des dizaines de kilomètres dans le quartier, qui tend du pôle le plus profond au pôle encore en construction. On atterrit à cet endroit. Un endroit sur lequel on peut voir l'investissement des populations qui se sont mises ensemble, ont cotisé des fonds afin de construire cette barrière de retention en béton armé pour freiner la propagation du ravin. Pourtant, si cette barrière joue son rôle, elle ne le fait pas totalement parce que le ravin a lui-même réussi l'exploit de traverser ce point pour se propager un peu plus dans le quartier. Ce ravin que vous voyez là, notre souci majeur, c'est que avec la conjoncture du pays actuellement, nous ne sommes plus capables de nous acquérir un terrain quelque part. Vraiment, c'est pour ça que nous supplions le gouvernement de nous venir en aide. Parce que ça a commencé comme un jeu. En quelques 3 ans, regardez comment nous on se retrouve. Quand il pleut, nos enfants sont en danger. Donc l'eau qui descend ici, c'est comme un torrent. Ça descend en force. Les élèves qui vont à l'école le matin, ils marchent nu-pieds avant de sortir, arrivant à reporter les chaussures. C'est ce qui nous inquiète. Donc quand on laisse les enfants à la maison, ils ne sont pas en sécurité. Après notre long périple de plusieurs heures dans le quartier Longdene à PK14, nous arrivons donc à la fin de ce ravin qui pourrait être le commencement d'un autre. Un ravin aujourd'hui qui met en danger les populations, qui appellent le gouvernement à l'aide. Pour Equinox Télévision, nous sommes Cédric Chouna, Roger Libéron-Djomo et Kediaha. Après ce grand reportage, mettons le cap dans la région du sud-ouest où s'est déroulé le concours d'entrée en 6e dans des circonstances particulières. C'était une journée déclarée ville morte. Les enfants ont eu du mal à se rendre dans les sous-centres d'examen. Autre irrégularité observée également dans le département du Mungo et dans le Noun. Là-bas, les enfants se sont rendus à l'école avec de l'argent. Pourtant, il n'y avait aucune pause et aucune dame qui était présente pour leur préparer et confectionner des repas. Des enfants qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Ils ont profité de la présence de la caméra d'Equinox Télévision pour interpeller le gouvernement sur les enjeux de maîtriser à la fois la crise anglophone, mais également la crise sanitaire. Évocation avec Isabelle Carole Zoupet, Jacquino Molon, Mama Soufor. En raison des villes mortes dans la région du sud-ouest, les candidats au Common Entrance Examination ont pris part à cet examen en civil par peur de représailles. Dans les sous-centres d'examen à Kumba, les parents ont tenu à faire le pied de grue dans l'enceinte de l'établissement pour veiller sur leur progéniture durant tout le déroulement du concours. Et ce, malgré la présence des autorités qui ont fait le tour pour s'assurer que tout se déroule dans de bonnes conditions. Cependant, dans la région du littoral, notamment dans le Mungo, durant ce concours d'entrée en 6e, plusieurs candidats n'ont pas abordé sereinement leurs épreuves pour de multiples raisons. On m'a mis dehors parce que je n'ai pas mon cache-nez. J'ai oublié mon cache-nez parce qu'il était précis.
En quittant de la maison, on m'a donné plutôt l'argent de baigner en croyant qu'on devait vendre ici. Mais moi, quand je suis venue, la cantine était fermée et je n'ai pas mangé. Je pensais que ma grand-mère devait venir m'accompagner, mais elle est partie au chat. Les responsables d'établissement pointent un doigt accusateur sur les parents qui peinent à jouer leur rôle. Donc moi, je pense sincèrement que la formation de l'enfant commence à la maison. Les parents doivent faire leur part parce que nous, les éducateurs, nous sommes là pour instruire. Avant l'instruction, commence l'éducation à la base. Donc. Dans le Mongo, tout comme dans le Noun à l'Ouest Cameroun, l'on se réjouit du bon déroulement du concours d'entrée en 6e. Ici au lycée Tendi Koutaba, il n'y a pas eu de problème. Dans ma salle, tous les élèves ont répondu présent et il n'y a pas de cas de maladie. J'ai trouvé les enfants plutôt très courageux ce matin, travaillent dans la tranquillité. Passé cette étape, les candidats attendent impatiemment les résultats. Où en est le Cameroun avec la fabrication de la chloroquine? Après avoir vanté ses capacités techniques à produire ce médicament essentiel dans le traitement contre la pandémie de Covid-19, le gouvernement sollicite l'appui de la France pour la fabrication des médicaments, tests et vaccins. En clair, le pays n'a pas assez de moyens pour mettre sur pied une filière et industrie pharmaceutique. Le sujet était au cœur des échanges entre l'ambassadeur de France au Cameroun et le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Compte rendu, Élisée Bogba et Aïk Cyril. Jusqu'ici au Cameroun, le dépistage du Covid-19 n'est effectué que sur les patients symptomatiques et les contacts des patients testés positifs. Une restriction liée au stock limité des tests de dépistage dont la production ne couvre même pas 5% de la consommation locale. Il apparaît donc urgent pour les pouvoirs publics de développer l'industrie pharmaceutique locale. Et pour ce faire, le Cameroun tend la main à la France en vue d'une coopération scientifique et technique. Une étude de faisabilité a été conduite avec la collaboration de la coopération française pour la mise en place dans notre pays d'un fonds national de développement de la recherche scientifique et de l'innovation. Ce fonds aura pour mission de soutenir le développement du système national de recherche et d'innovation, de proposer aux Camerounais des médicaments peu coûteux et accessibles à tous sur tout le territoire camerounais pour lutter contre les maladies infectieuses, y compris le coronavirus. Même si la recherche scientifique et l'innovation au Cameroun bénéficient déjà des allocations budgétaires de l'État, elle reste toujours dépendante des produits de la coopération internationale, d'où l'appui financier sollicité et obtenu de la France. La France a beaucoup plaidé pour que le Cameroun puisse bénéficier d'un moratoire sur le remboursement de sa dette. Très concrètement, l'appui aux soins et au traitement, un appui également financier avec les autres organisations internationales. Et puis, troisième domaine, c'est celui qu'on est en train d'aborder ici. On verra quels sont les domaines dans lesquels on va pouvoir renforcer la collaboration entre le Cameroun et la France. Au-delà du coronavirus, la collaboration entre le Cameroun et la France, tant dans le domaine de la fabrication des médicaments et leurs dérivés, que dans celui des tests, vaccins et médicaments améliorés, s'étend à d'autres pathologies, tout comme elle contribue à la préservation de la biodiversité. Il assurera une meilleure prise en charge de ces maladies et permettra de mettre en œuvre les mesures d'atténuation et d'anticipation des futures épidémies. Sur le plan socio-économique, de réduire de 45% les dépenses de santé des ménages. Et sur le plan environnemental, de préserver la biodiversité des plantes. À moyen terme, la matière première végétale pourra être domestiquée afin d'éviter une disparition des espèces. Pour cause d'absence d'unité d'assemblage capable d'alimenter le marché local, le Cameroun dépend de l'extérieur en ce qui concerne l'approvisionnement en médicaments essentiels. L'on situe à environ 100 milliards de francs CFA le taux d'importation de médicaments par an au Cameroun. La coopération scientifique et technique dont les jalons ont été scrutés au cours d'un entretien entre le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et l'ambassadeur de France au Cameroun arrive à point nommé au dire de certains observateurs.
Et depuis le 25 juin 2020, le Cameroun n'a plus des statistiques officielles sur la progression ou non de la pandémie du Covid-19. Les statistiques officielles datent du 25 juin 2020. Dans la dernière communication rendue publique le 29 juin, le ministère de la Santé publique affirme que la stratégie de riposte sanitaire a contribué à faire ralentir de manière significative la progression de la maladie, mais aucune statistique n'est présentée depuis la date du 25 juin 2020 au Cameroun concernant la situation épidémiologique relative à la pandémie du Covid-19. Cependant, le ministre de la Santé publique indique sur son compte Twitter que le Cameroun est à la 3e phase opérationnelle de la riposte sanitaire. Des réunions se sont tenues à Yaoundé afin d'évaluer cette nouvelle stratégie. Parlons à présent de la situation alimentaire en Afrique centrale et dans le reste de l'Afrique subsaharienne. Elle est de plus en plus préoccupante. Ils sont près de 277 millions de personnes affectées par l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. La prévalence de la sous-alimentation est évaluée à environ 20% en Afrique centrale et 30% en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest. La situation est encore plus inquiétante. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme et déplore que les conflits, la pauvreté et les mauvaises politiques en matière d'agriculture peinent à pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire. D'autres précisions avec Nadine Yambou. C'est un constat alarmant que fait le groupe Afrique 2 de la Banque mondiale sur la situation alimentaire en Afrique subsaharienne. Dans sa dernière parution du mois de juin 2020, le bulletin du bureau de l'administrateur révèle que 277 millions de personnes dans cette partie du continent souffrent de la faim. Le rapport souligne que depuis 2015, la prévalence de la sous-alimentation a atteint les 26,5% en Afrique centrale et 30,8% en Afrique de l'Ouest. Au-delà des changements climatiques et les catastrophes naturelles comme facteurs aggravants de l'insécurité alimentaire sur un continent où plus de 60% de la population est essentiellement agricole, le document évoque les conflits armés et les guerres qui ravagent les peuples. Mentionnant de ce fait que dans tous les pays qui connaissent une instabilité politique, le nombre de personnes sous-alimentées a augmenté de 23,4 millions entre 2015 et 2018. En dépit des actions menées par l'Union européenne et l'Union africaine pour faire reculer la faim sur le continent africain, seuls 9 pays sont en bonne voie pour ramener le taux de malnutrition sous la barre de 5% d'ici 2025. Selon la Banque mondiale, en 2016, plus de 40% des 159 millions d'enfants ont été victimes du retard de croissance. La faible productivité, l'accroissement de la demande d'un peuple qui a doublé de 500 millions à 1 milliard, la faiblesse des politiques et la dépendance de l'économie tournée vers l'extérieur plombent toutes les issues de sortie. Une situation aggravée par la survenue de la crise mondiale du coronavirus qui fragilise ces peuples. Pour la Banque mondiale, il est donc urgent de revoir les politiques en matière de lutte contre la pauvreté et de la faim. Elle recommande une autonomisation des femmes dans la bataille de la sécurité alimentaire sur le continent africain. Dans le reste de l'actualité, des soldats camerounais ont été appelés à persévérer dans la discipline et le travail bien fait afin d'accomplir des missions de défense et de construction des infrastructures de développement. C'est une instruction du directeur du génie militaire, le colonel Jackson Kamgeng, présidait la cérémonie de la pose de nouvelles épaulettes à Yaoundé. D'autres détails avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Les 2 jours de travaux des ministres de la Défense du Cameroun et de Guinée équatoriale sur les tensions à leurs frontières terrestres se sont achevés sur une note d'apaisement selon Yaoundé et Malabo. Le communiqué final qui a sanctionné ces travaux, pour l'essentiel, insiste sur la volonté des 2 pays à travailler étroitement pour réduire les menaces à leurs frontières communes. Ils ont résolu de dynamiser davantage les échanges dans les domaines de la formation, du renseignement et de la lutte contre la criminalité transfrontalière et les autres types de menaces. C'est de manière pratiquement anodine que l'information, peut-être la plus importante de cette rencontre, a été rendue publique par le Cameroun au sujet du mur érigé par la Guinée équatoriale. Et nous voulons, Monsieur le ministre, vous remercier
des nouvelles qui nous parviennent et qui font état de la suspension de ces travaux, qui nous permet de travailler naturellement sereinement. En dehors de ce temps fort, pour le reste, le Cameroun souligne son attachement à entretenir des relations pacifiques avec ses voisins, dont la Guinée équatoriale. Le président de la République du Cameroun et le peuple camerounais sont très attachés à l'intégration sous-régionale et régionale, à la paix et au renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération avec l'ensemble des pays de la sous-région en général et avec la Guinée équatoriale en particulier. La Guinée équatoriale, pour sa part, met en avant l'apaisement et la collaboration entre les deux armées à leurs frontières. Si, affirmativement. Nous pouvons dire avec force que l'apaisement est garanti, étant donné que nous avons un ennemi commun. Et nous pensons que nos deux forces pourront toujours travailler ensemble en tant que partenaires, en tant qu'amis, appartenant à un seul camp. Ainsi pues, la protection. Mais on observe que les propositions de la Guinée équatoriale à l'entame des travaux des ministres de la Défense, entre autres la signature d'un accord de non-belligérance et l'instauration d'un régime de sanctions contre les militaires auteurs d'exactions à la frontière, n'ont pas été retenues dans le communiqué final. Peut-être elles reviendront sur la table lors de la prochaine rencontre entre Yaoundé et Malabo, prévue en Guinée équatoriale à une date à déterminer. Vous venez de suivre plutôt ce compte rendu du communiqué qui a sanctionné la rencontre au sommet entre les deux ministres de la Défense équato-guinéens et camerounais et la réunion des experts de haut niveau sur les accords à la suite de l'arrêt des travaux de construction d'un mur de séparation, initiative controversée de la Guinée équatoriale, un arrêt qui a été félicité par les deux parties lors de la rencontre de Yaoundé. Évoquons à présent ces soldats du génie militaire appelés à persévérer dans la discipline et le travail bien fait afin d'accomplir la mission de défense de l'intégrité du territoire camerounais et de construction des infrastructures de développement. C'est l'une des instructions du colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, lors de la pose des nouvelles épaulettes ce 1er juillet 2020. Compte rendu, Élisée Bogba et Marcelin Gransap. Pandémie du Covid-19 oblige, c'est en toute simplicité et dans le strict respect des mesures barrières et de distanciation sociale que le génie militaire a honoré ses hommes les plus méritants. Parmi eux, l'unique et seul officier qui accède enfin au grade de capitaine. Il a fallu du temps. Ça n'a pas été facile parce que je l'attendais depuis 2017. J'ai fait pratiquement 8 ans de lieutenant au lieu d'avoir 6 ans normalement. Et finalement, grâce à Dieu, en 2020, on peut dire que la banane a mûri. Et même comme ça a été dur à mûrir, c'est parce que pour accéder au grade de capitaine, ce n'est pas facile. Les autres promus du jour ne sont pas moins heureux. Il s'agit de 37 caporaux-chefs et de 5 caporaux, dont le dévouement à la tâche et l'engagement à servir sous le drapeau ont contribué à rehausser l'image du génie militaire. Après 6 années de dur labeur, la haute hiérarchie a pensé à me récompenser, puisque chez nous, au génie, vraiment, on récompense beaucoup plus ceux qui travaillent. Vu la réalisation de tous les travaux que nous faisons partout, moi je me dis que ça nous élève. Puisque ce n'est pas n'importe qui le fait, tous les militaires ne font pas ça. Nous sommes d'abord militaires et puis nous sommes aussi un service. Je suis tellement content aujourd'hui de tout ce que le haut commandement fait pour nous. Je promets la discipline, beaucoup de rigueur. Il y a une fierté parce que non seulement nous sommes d'abord les techniciens, mais c'est ça notre fierté d'être les sapeurs du génie militaire. Les élus du jour ont reçu les encouragements du directeur du génie militaire. Le colonel Jackson Kamgen les a invités à persévérer dans la voie du travail bien fait et de la discipline afin de mériter d'autres promotions. Comme on le dit chez nous, la troupe à l'image du chef, dont nous tenons tellement à remercier le colonel Kamgen Jackson, directeur du génie militaire, qui est un grand chef et qui fait vraiment des grandes choses pour nous. À mes cadets, c'est de doubler d'ardeur au travail, être ponctuel, présent en temps et en heure réelle. Déployé sur divers fronts, le génie militaire s'attelle à donner satisfaction au haut commandement, aussi bien dans le cadre des opérations extérieures et intérieures que sur le terrain de la construction de diverses infrastructures. On peut citer pêle-mêle les marchés modernes de Bertois et de Sambelima, le parcours Vita de Ngaoudéré, la route de Japoma, la réhabilitation des voies routières dans le Nozo et autres reconstructions des bâtiments de l'institution camerounaise de l'enfance de Betamba.
Ce sont au total 340 militaires du génie qui ont été promus pour le compte du 1er juillet 2020. Ils proviennent aussi bien de la direction du génie militaire à Yaoundé que du centre d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie à Douala, sans oublier les 5 régiments du génie éparpillés sur l'ensemble du territoire. C'est l'histoire de jeunes gendarmes à peine sortis de l'école en 2017. Ils ont passé près de 3 ans sur le théâtre de la crise anglophone. Pourtant, la rotation prévoyait 3 mois. Leur mission avait été prolongée de façon exceptionnelle. De retour à Douala, ils sont revenus tous vivants, près de 15 gendarmes. Ils ont reçu la reconnaissance du haut commandement de la gendarmerie pour leur bravoure. Évocation avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Après leur sortie de l'école en 2017, ces élèves gendarmes sont immédiatement détachés à la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest et envoyés sur le champ de bataille contre les séparatistes anglophones. De manière exceptionnelle, ils y passeront 3 ans, alors que le règlement prévoit une rotation tous les 3 mois. Leur mission achevée, ces 6 gendarmettes et 9 gendarmes, de retour à la Légion de gendarmerie du littoral, reçoivent la reconnaissance du haut commandement, exécutés à travers une cérémonie de prise d'armes par le colonel Pierre-Aimé Bekele, commandant la Légion de gendarmerie du littoral. À leur sortie d'école, il y a 3 ans exactement, ils ont brillamment et vaillamment représenté la Légion, défendu le Cameroun et ils sont de retour. Comme un père de famille, le chef que je suis ne peut que exprimer sa joie. Ces jeunes, au sortir de l'école, n'avaient aucune expérience. Aujourd'hui, ils ont une expérience opérationnelle qui ne se trouve dans aucun livre. Partis sans la moindre expérience des combats sur le terrain, ces éléments de la gendarmerie nationale ont beaucoup appris en défendant leur patrie. Ce n'était pas du tout facile, surtout parce que nous étions des bleus au combat. Mais nous avons tout bravé pour notre patrie. L'expérience acquise va nous servir pour la suite de nos carrières. All what we have learned there, I believe with my colleagues we are going to apply it here. Alhamdulillah, nous remercions grandement Allah pour les 3 ans passés dans le sud-ouest. Les expériences acquises sur le terrain seront mises en pratique ici. Et Inch'Allah, nous allons continuer à défendre les couleurs vert ou jaune. Désormais, ils regardent droit devant eux, comme leurs aînés, qui viennent d'être distingués par l'avancement en grade. Le capitaine Alkana Forsop, promu au grade de chef d'escadron, les adjudants-chefs Guidio Labé Solo Germain, Zamboa Tangana et Alega Patricia, désormais sous-lieutenant, et le maréchal de logis-chef Ndong Sarki, promu adjudant. Près de 170 pays ont adhéré à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu et la fin des conflits en raison de la crise humanitaire. Dans cette liste, le nom du Cameroun ne figure pas. Pourtant, le pays est confronté à une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est un constat qui a été fait lors de la publication de cette liste des 170 pays qui ont adhéré à l'appel des Nations Unies pour la fin des conflits en raison de la crise sanitaire qui secoue le monde. Parlons à présent du respect des normes industrielles dans le secteur de la sous-traitance industrielle et le secteur pétrolier. Des entreprises, notamment des PME, ont été édifiées sur de nombreux manquements qui les empêchent d'accéder à ces marchés de sous-traitance industrielle dans le secteur pétrolier. Quelles sont ces normes ? Comment doivent-elles revoir le management afin de gagner ces marchés au Cameroun ? Élément de réponse avec Jean-Paul Founiat. Compter au déficit de structuration et d'accès au financement, les petites et moyennes entreprises camerounaises peinent toujours à glaner des parts de marché dans des grands projets structurants, des secteurs miniers, gaziers et pétroliers. Le critère éliminatoire le plus évoqué étant la non-conformité aux normes et qualités en vigueur. En matière de qualité, il n'y a pas de compromis. Raison pour laquelle nous devons savoir ce qu'il y a dans un document, ce qui est exigé par le client pour pouvoir satisfaire à ses besoins. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de maîtriser les normes dans chaque domaine. Avec l'appui de la bourse de sous-traitance, les patrons des PME et PMI
veulent se réajuster pour avoir désormais leur mot à dire dans la réalisation des grands projets et prestations dans le secteur des hydrocarbures. Rendu d'application obligatoire dans le secteur pétrolier et gazier. Donc nous avons essayé de présenter les exigences de ces principales normes pour donner en fait ce qui est exigé par ces normes-là. L'accommodation aux normes nationales et internationales n'est plus donc un débat si les PME et PMI veulent exister sur la durée. Le secteur pétrolier et gazier offre aujourd'hui de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités de sous-traitance pour les PME-PMI. Et c'est également un secteur qui est assez bien structuré autour des normes. Et il y en a parmi elles qui sont rendues d'application obligatoire. En organisant ce séminaire d'information, d'imprégnation et de sensibilisation, la bourse de sous-traitance et de partenariat du Cameroun et l'agence de normalisation ANOR veulent donner une chance aux PME camerounaises de se tailler désormais d'importantes parts de marché dans des secteurs stratégiques et même névralgiques, jusque la chasse gardée des grandes entreprises étrangères. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufelet, je vous pose une question. La communication autour du Covid, communication gouvernementale autour du Covid est-elle en panne? Elle se poursuit. Pourtant, les statistiques officielles sur l'évolution du Covid-19 se font rares. Les dernières datent du 25 juin 2020 et sont encore présentes sur le site internet du ministère de la Santé publique, sur lequel il est indiqué que la mise à jour date du 24 juin 2020. À cette date, le Cameroun comptait 12 592 cas confirmés, 313 décès. Entre le 24 juin et le 1er juillet, plus aucune communication sur les statistiques officielles du Covid. Cependant, le ministère de la Santé publique estime que la nouvelle stratégie de riposte, à savoir traquer les cas suspects, les diagnostiquer, les faire traiter, cette nouvelle stratégie a permis de faire ralentir l'évolution de la pandémie de Covid-19, mais aucun chiffre communiqué depuis le 24 juin 2020. Madeleine Tienté sollicite la France. Pourtant, elle avait indiqué il y a quelques mois que d'un claquement de doigts, le Cameroun serait capable de produire la chloroquine. Elle avait reçu l'autorisation du gouvernement, du président de la République, pour pouvoir mener à bien cette mission. Jusqu'ici, c'est l'omerta autour de la production de la chloroquine. Et aujourd'hui, vous l'avez appris, le Cameroun sollicite l'appui financier de la France pour être capable de développer une industrie pharmaceutique encore quasi inexistante. En clair, le pays n'a pas des moyens de pouvoir mettre sur pied une stratégie pour fabriquer les médicaments sur place, fabriquer des tests et pouvoir élaborer des vaccins. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h.